Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Franklin Ressources? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ici, nous avons Franklin Ressources, qui c'est un gestionnaire de portefeuille, d'accord? Un peu comme un gestionnaire d'actifs, on va le dire comme ça, excusez-moi. Un peu comme les T. Rowe Price ou bien BlackRock, Vanguard et tout le reste. Donc, ils sont même concurrents. D'accord. Donc ici, comme je l'ai toujours dit, la taille des actifs est très importante. Donc je pense que pour Franklin Ressources ici, Asset Under Management, on est aux alentours de 1 trillion, 1 trillion 600, donc 1600 milliards par là, si je ne me trompe pas ici. Donc on va mettre AUM, on va mettre exactement 1,5 trillion, 1,53 trillion. En tout cas, ça c'était au mois de, en 2021. D'accord. Donc ça a dû augmenter entre temps. Je pense que c'est 1,5, non, disons 1,5, on va le dire comme ça, d'accord? Parce qu'ici, au mois de mars, ils vous disent qu'on a 1 milliard, on a 1486 milliards, je vais y arriver, ok? So, la taille des actifs est importante parce que c'est de cette taille, c'est par rapport à la taille des actifs que vous, on paye les frais ici par rapport à la taille des, enfin, pas qu'on paye les frais par rapport à la taille des actifs, non, pas du tout. Donc, plus vos actifs sont grands, plus vous avez des actifs, plus vous avez de revenus, d'accord? Parce que les frais liés les frais liés à la gestion ici de cet argent-là vont retomber directement au niveau des revenus. Donc la taille des actifs est très importante ici. Vous constatez ici que par exemple, dans Vanguard ici, je pense que c'est plus que ça, c'est pas 7 000, c'est pas 7 milliards, 7 milliards 200, non, pas du tout. Ici, on parle en termes de 1000 milliards au minimum. Donc ici, on met 1,53 billion, non, c'est pas ça. C'est 1530 milliards. D'accord? Attention, ok? Donc je pense qu'il y a une erreur ici. Ici, ça doit être 7 trillions et là, ça doit être 4 trillions également. Ok? Donc, là, ça doit être en milliards, certainement, avec les maçons. Donc ici, c'est une industrie en plein changement également. Parce que voilà, ils sont en concurrence avec des gens comme Fidelity, Vanguard, BlackRock, qui sont parmi les leaders ici. Donc quand vous avez encore les 1 trillion, voilà, vous faites partie des derniers de la classe. Enfin, techniquement, vous êtes très très loin de Vanguard et tout le reste. Ok, donc ici, la guerre est au niveau des frais, au niveau des services offerts, etc. Bref, c'est un dividende aristocrate. On va rentrer dans les détails ici directement au niveau des états financiers. La première chose que je vais regarder, ce sont les revenus. Est-ce que nous avons les revenus stables et croissants dans le temps? Ici, nous avons des revenus, voilà. On va le dire ici, qui sont, disons, on pourra dire stables, mais franchement, quand vous voyez ça, ça ne prête, c'est pas beau à voir. Ok? On a une baisse ici, ça c'est compréhensible. À ce niveau-ci, de 2014 à 2020, pourquoi est-ce qu'on a une baisse des revenus? Ok, on a 8 milliards ici et là on arrive à 5 milliards. Et à partir de 2020 ici, on a une hausse des revenus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc je vérifie toujours ici parce que le revenu c'est bien, mais il faut toujours prendre ça en considération il faut prendre le tableau au complet. Donc ici je vois qu'on a eu une acquisition à ce niveau-là, parfait. Donc, et après ça maintenant, en termes de marge brute ici, est-ce que la marge brute est à peu près restée stable ou bien est-ce qu'on a eu des marges brutes plus élevées? Donc grosse profit ici, donc grosse profit en termes de volume ici. Donc on va voir ça. Ok, donc je vois ici que le revenu a baissé, les marges brutes également en termes de volume ont baissé. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici, à ce niveau, pour que cette entreprise-ci ait ce genre de résultat? D'accord? Est-ce que la marge brute a augmenté? Parce que ça peut également être un spin-off ici. Donc on a peut-être vendu un segment d'activité ici. C'est la raison pour laquelle le revenu a baissé. Donc on va regarder la marge brute ici. Parce que généralement, quand on vend un segment d'activité, c'est parce qu'on va avoir on garde les segments qui ont les marges les plus élevées généralement. Donc est-ce que c'est le cas? Non, non plus. Donc il y a quelque chose à aller regarder ici en profondeur. Pourquoi est-ce on a des revenus décroissants que 2014 et 2020? OK? Donc, il faut également regarder la taille des actifs. Est-ce que la taille des actifs n'a pas diminué sur cette période-là? Donc, au niveau ici du revenu, on attend à peu près 8 milliards 280 millions sur les 12 derniers mois, sur les 12 derniers mois, bien sûr. Donc, les analystes attendent combien sur les 12 prochains mois? Vous voyez que l'estimation des analystes est en train de diminuer ici, d'accord? Là, on passe à peu près aux alentours de 7 milliards 460 millions, d'accord? Donc, je prends 7 milliards 460 millions. C'est moins que ce qu'on a présentement. Ça veut dire que les revenus vont tendre à baisser. Et c'est normal parce que généralement ici, quand les marchés sont baissiers ici, la taille des actifs a tendance à diminuer. D'accord? Donc les gens paniquent. Après également, vu que les actifs également sont placés sur différents marchés financiers ici, que ce soit les obligations, que ce soit les actions, que ce soit les placements alternatifs ici, vous allez voir que si la valeur de ces différents éléments-là baisse, ça va avoir également une influence sur la taille des actifs. Donc il faut généralement vérifier le outflow
plutôt que la taille des actifs en elle-même. Parce qu'on peut avoir une taille des actifs qui diminue, mais on n'a pas, ça ne veut pas dire que les clients ont enlevé leur argent. Ça veut juste dire que la valeur a baissé. Faites attention. Donc, croissance des revenus, de toute façon, c'est la même chose avec Amundi. Hein. C'est la même chose. C'est le même business model. OK? Enfin, dans une certaine mesure. Donc, maintenant, on va regarder ici les marges nettes. Donc, je prends les free cash flow. OK? Et je les compare ici aux marges nettes, aux bénéfices nets, pas les marges, excusez-moi. Free cash flow, bénéfices nets ici, on regarde si on parle le même langage. Je vois ici que les free cash flow et net income ont tendance à aller dans le même sens. On constate encore que de 2014 à peu près à 2020 par là, on a une diminution des revenus ici, des net income et des free cash flow. Donc, ça devient de plus en plus important d'aller savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette baisse-là. Pourtant, regardez une chose, c'est un dividende aristocrate pendant toute cette période-là. Elle a continué à payer un dividende de plus en plus croissant. Pourtant, à partir de cette période-ci, ça doit commencer à prêter interrogation. Est-ce que la concurrence n'est pas devenue de plus en plus rude? Attention. Donc, on a un dividende ici de 4,17%, mais ce n'est pas ça qui est important. Comme je l'ai toujours dit, il faut aller au-delà de ces chiffres-ci. Donc, quand on regarde les chiffres ici aujourd'hui, on se dit qu'ok, tout a l'air beau au niveau du dividende, mais pourquoi est-ce que les revenus baissent? Les revenus baissent, les marges baissent. Les marges baissent, les bénéfices nets baissent. Donc, ce n'est pas normal, ok? Ce n'est vraiment pas normal, ok? So, on regarde ici, en termes de, vu que les net income et les free cash flow parlent le même langage, on va les comparer. Donc, net income margin ici, en termes de pourcentage, qu'est-ce qu'on constate? Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près une moyenne aux alentours de 20,95%. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 24,44%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 18,74%. Donc, vous voyez que ça a tendance à diminuer dans le temps. Mais il faut également regarder ça sur, voilà, il faut également reculer un tout petit peu en arrière et vous dire que la période actuelle, donc 2020-2022, c'est une période exceptionnelle. Donc, enfin, dans le sens où les marchés, quand les marchés sont baissiers, on a tendance à avoir des marges de moins en moins élevées. D'accord? Parce que ici, les marges baissent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas également, en termes de coûts d'exploitation, de dépenses opérationnelles, ici, on n'arrive pas on les ajuste pas aussi rapidement que la baisse des revenus. D'accord? Donc, il faut faire attention ici. Alors, quelles sont les marges que je devrais prendre? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Si je prends des marges de 23%, qu'est-ce qui me dit qu'on va revenir à ces marges-là dans le futur? Surtout que je constate que depuis 2014, les bénéfices ne font que baisser. Les marges de bénéfices ne font que baisser. D'accord? Et vous constatez ici qu'à partir de 2014, par là, on commence à avoir beaucoup de creux. Tac, tac. Ici, on peut comprendre que oui, les périodes sont de plus en plus difficiles, mais c'est accompagné avec une baisse des revenus. Donc, soyez prudents. Je vais prendre ici 5 sur les 5 dernières années. À peu près, je me dirais, voilà, je vais même exagérer, on dirait à peu près en moyenne du 20% par là. En moyenne, c'est 18,74, je vais prendre 20%. De toute façon, c'est moins que ce qu'on a connu par le passé. D'accord? Je prends 20%. OK? Et déjà, à partir d'ici, on sait qu'on prend déjà des pincettes. OK? Donc, 20%. En termes de nombre d'actions, est-ce que nous avons une entreprise qui rachète ses actions ici? On regarde. Oui, elle achète massivement ses actions. Et je continue à mentionner que l'entreprise ici a toujours des revenus qui sont à peu près baissiers. Les revenus ont augmenté sur les dernières années parce qu'on a racheté une autre entreprise. Donc, c'est la croissance ici par acquisition. Donc, tout l'argent qu'on a dépensé ici entre 2014 et aujourd'hui pour acheter les actions, est-ce qu'on n'aurait pas pu dépenser ça pour faire l'achat de plusieurs entreprises entre-temps? Parce qu'ici, c'est un marché qui doit être, c'est un marché qui doit être consolidé. Les entreprises comme BlackRock, Vanguard, Fidelity ont très vite pris le marché avec leurs ETF. Donc maintenant, les entreprises comme les Franklin Ressources, ce sont des fonds négociés en bourse. C'est pas comme des ETF, d'accord? Enfin, quoique ETF, c'est les fonds négociés. ETF, c'est Exchange Trade Fund. Donc ce sont les ETF en français, ça doit être fonds négociés en bourse. Maintenant, comment on appelle encore ça? Les attendez. Fonds négociés en bourse, oui, c'est bien ça. En fait, ce genre d'entreprise, je pense qu'elles ont également des ETF, elles émettent également des ETF ici, mais elles ont un nom particulier. Bref, ça va me revenir sur une autre vidéo sans doute. Donc, 20% ici. Maintenant, le PER moyen pour ce genre de compagnie, pour cette compagnie-ci, a vu la baisse des marges, etc. Donc, vous pouvez déjà voir ici qu'on aura des PER qui auront tendance à aller dans un sens. Donc, ici, sur les 20 dernières années, le marché paye 14 fois les bénéfices. 14 fois les bénéfices. Je mets 14 ici. Attention, je ne vous ai pas dit que je prends 14. 14 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, le marché paye, disons, 12 fois les bénéfices. C'est 12,5, mais je vais mettre 12 fois ici.
sur les 5 dernières années, le marché paye à peu près 10 fois les bénéfices. OK? Donc, je prends ici 10 fois les bénéfices. Maintenant, en termes de dette nette, quel est le niveau de dette nette ici aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que c'est une entreprise qui n'a presque pas de dette, en tout cas sur ce logiciel-ci. OK? Parce que ça pourrait être différent sur un autre logiciel. De toutes les façons, le dernier mot vient toujours des rapports financiers. Donc ici, on n'a pas de dette nette. OK, on a plutôt plus du cash net, 220 millions ici. Donc, qu'est-ce qui nous manque encore dans nos éléments ici? La qualité de dividende, on va y revenir. Donc, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. 7 milliards 460 millions. D'accord? Multiplié ici par 20%. Ça donne ici combien? 1 milliard 492. Pour faire simple, hein, vu que j'ai pris du 1 milliard 492, bon, même pas pour faire, on va mettre 1 milliard 492, ça ne dérange pas. Parce que je voulais l'arrondir. Donc, ici, on met 12. D'accord? Non, pas 12. 10. 12, 14. Et on constate déjà ici que le nombre, ici on a de la dette nette, donc 400 millions par rapport au nombre d'actions qu'on a présentement ici. On a combien en termes de nombre d'actions? 488. Ici on a 500. Donc voilà, il y a 12 millions différents. Donc ça ne dérange pas, c'est 1 dollar. Voilà, ça ne va pas changer grand-chose. C'est moins d'un dollar par là. D'accord? Pour ceux qui veulent la précision, vous savez le faire également manuellement. Donc je mettrai ici 1 milliard 492. Ici, 1 milliard 492. À 10 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, on a 29 dollars l'action. À 12 fois les bénéfices, 34 dollars l'action. À 14 fois les bénéfices, 40 dollars l'action. Donc on se dira qu'au prix actuel, l'entreprise pourrait être sous-évaluée si elle se négocie à sa moyenne. Mais vous constatez que sur les dernières années, c'est compliqué. On est dans un business ici, on a un business ici qui est assez compliqué. Donc, qu'est-ce que je dois prendre judicieusement? Déjà, à 10 fois les bénéfices, je ne prends pas en considération la dette nette ici. Donc, on va se dire qu'on sera aux alentours des 29 dollars l'action par là. OK? Donc, au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, vous n'achetez pas le passé, vous achetez le futur. Donc, avant de rentrer cette compagnie, il faut vous poser la question à savoir pourquoi est-ce que les revenus ont baissé, pourquoi est-ce que les marges baissent et qu'est-ce qui me dit que ça va changer dans le futur. Faites très, très attention. Donc, en date d'aujourd'hui, évidemment, le dividende ici, il est safe. Il représente ici un rendement, si on le prend ici, 1 milliard 400 divisé par la capitalisation boursière actuelle, parce qu'on a presque le même prix en date d'aujourd'hui. Donc, vous constatez que les deux ici, quand on prend 1 milliard 400 divisé par 14 milliards, ici, on a à peu près 10% ici. On paye ici 4,17% en termes de dividende ici, donc on a encore un 6% qui nous reste dans la poche. Donc, il y a de grandes chances que ce dividende continue à augmenter. Mais maintenant, il est mieux que le dividende continue à augmenter quand les bénéfices nets sont au moins stables. Mais là, on a eu par le passé des bénéfices nets qui avaient tendance à diminuer depuis 2014. Ici, tant qu'on ne sait pas pourquoi c'est le cas, je vous encourage à faire attention sur cette compagnie-ci. OK, le dividende, c'est beau, croissance est là, etc. Mais ce n'est pas tout. OK? Donc, je dirais ici que si c'est une compagnie qui vous intéresse de toutes les façons, comme dans toutes les compagnies, hein, vous savez exactement quel genre de questions vous devez poser à partir de la vidéo actuelle. OK? Donc, ça sera uniquement mon avis en date d'aujourd'hui. Je serai à 29 dollars ici l'action. D'accord? Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci.